Pour Ansérune, donc, l'idée c'était de vous présenter en préambule de la communication de Sophie sur le chantier des collections, le projet global. Alors, quoi de neuf au musée, j'ai changé un peu le titre de la communication, j'ai appelé ça musée rénové, hein, comme ça il y a un peu de neuf et un titre un peu nouveau qui est apparu. La première illustration montre simplement le musée tel qu'il apparaît aujourd'hui, avec ces transats où ont été imprimées quelques-unes des grandes figures de la recherche qui ont marqué 100 ans sur cet oppidum illustre de l'Hérault. Alors, juste une image, pour ceux qui n'étaient pas là le 6 juillet, qui a marqué un grand moment pour l'histoire de ce musée, qui était la réouverture, avec notre directeur régional, M. Roussel, premier plan, le président Bellava, le président du Centre des Monuments Nationaux, ancien directeur général des patrimoines, ancien directeur à la Bibliothèque de France, le Père à Bastille et d'autres institutions culturelles, qui le président Macron a remis les insignes de Légion d'honneur la semaine dernière. Et puis le maire de Nissan, les Ansérune, un petit peu la commune principale, il y a 3 communes Ansérune, et Alain Caralp, le président de la communauté de communes à Domicienne, puisqu'on c'est un projet de territoire, on a notre projet porté par l'État, c'est aussi un projet pour les habitants du territoire. Alors, juste en un mot, d'abord vous dire ce qu'est le Centre des Monuments Nationaux, qui est une entité assez mal connue. Le Centre des Monuments Nationaux, en 3 mots, c'est l'ancienne caisse des monuments historiques, créée au sortir de la Première Guerre mondiale. Au moment, il a fallu trouver des fonds pour alimenter la nouvelle voie sur les monuments historiques, réparer les monuments qui avaient été bombardés, notamment dans la France, brûlés, notamment la cathédrale d'Amiens. Et on a créé une caisse des monuments historiques, on a créé les premiers sons et lumières dans les monuments historiques, notamment dans ces grands monuments de l'État, tels qu'étaient aussi les cathédrales, avant Notre-Dame et d'autres cathédrales qui ont brûlé, et c'était le rôle de l'État. Alors, ce réseau, il est fort de 104 monuments en France, dont des monuments insignes, je ne sais pas, Notre-Dame de Paris, mais c'est aussi le Mont-Saint-Michel, le Panthéon, Carnac, la Villa Quérilos, donc des monuments du patrimoine 20e également. Et plus proche de nous, en Occitanie, une douzaine de monuments, dont près d'ici le stade de Carcassonne, les remparts d'Aigues-Mortes qui sont gérés par l'État, et puis le forteresse de Sals, près de Perpignan, dont je suis également l'administrateur. Ansérune fait partie de ce grand réseau national. Alors, la condition pour appartenir à ce réseau, c'est d'être une propriété de l'État. L'État a acquis les 22 hectares de la colline d'Ansérune. On voit une photo aérienne prise par la DRAC PACA lors d'une grande campagne photo aérienne pour les 50 ans du ministère de la Culture. D'être classé monument historique et d'être ouverte au public et rattachée à ce grande établissement public qui s'est appelé MONUM il y a quelques années et qui s'appelle maintenant le Centre des Monuments Nationaux. Alors, pour revenir à Ansérune et au raménagement du musée, une image en noir et blanc, on revient un peu dans le temps, il y a 3 ans, et on voit l'équipe, hein, parce que c'est un travail d'équipe, une scénographe, une régisseuse des collections, une adjointe, puis beaucoup d'autres qui ne sont pas sur la photo, qui étaient à Paris, qui étaient en région Occitanie, qui étaient en Ansérune même, qui ont œuvré pour ces 3 ans de travail collectif. Et c'est un cliché qu'on doit à Jean-Claude Martinez, un photographe qui a suivi pendant 2 ans le chantier du musée et qui fait l'objet d'une exposition qui est présentée dans le cadre de la réouverture jusqu'à Noël au musée. Tout ce travail en coulisses, ou qu'évoquait William, tout le travail de soute qui n'est pas vu souvent par le public. Voilà, la partie immergée de l'iceberg, comme il le disait si bien. On voit bien que l'iceberg était un peu froid parce qu'à l'époque il n'y avait pas de chauffage dans le chantier sur le musée. Voilà, et il y a eu beaucoup de masse aussi. Un chantier qu'on a quand même pu mener malgré des circonstances un peu compliquées, comme pour tout le monde, qui a démarré alors, en 5 phases principales, donc la rédaction d'un projet scientifique culturel, qui évoquait Virginie ce matin dans son propos, 2018, que j'ai rédigé, que j'ai soumis, qui a été accepté, un projet scénographique qui s'est dessiné progressivement en 2019, des appels d'offres aussi, puisque nous sommes un établissement public, un chantier de collection qui s'est égrené même là jusqu'en 2022, je l'ai dit 21, mais c'est jusqu'en 2022, et qui continuera peut-être encore un peu. Ça n'est jamais fini, comme le fait remarquer Emilia. Le chantier de gros œuvres, comme on dit, sur l'année 2021 et 2022, et le musée surtout 2022. Voilà. Et un prochain chantier qui s'annonce
cet hiver sur le parcours extérieur, les parkings, les accès PMR, mobilité réduite, et d'autres équipements, dont une maquette 3D extérieure. Alors, au départ de cette aventure-là, et c'est un peu le préalable de cette démarche de projet scientifique culturel, il y a d'abord un état des lieux, un état sanitaire de l'existant qui a été dressé. C'est aussi, je dirais, s'imprégner l'esprit des lieux. Voilà. Je connaissais Ancirunes, mais il faut du temps. C'est des collections insignes, c'est un site insigne, il faut du temps. Il faut essayer de préserver cet esprit de lieu auquel sont attachés beaucoup de nos visiteurs. Et essayer surtout de voir ce qui en fait la spécificité. Peut-être pas faire le énième musée d'antiquité, mais voir en quoi, en Ancirunes, il s'est passé quelque chose de particulier entre 600 avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, et tout ce qui s'est passé entre 1906 et aujourd'hui aussi. Voilà. C'est deux espaces spatio-temporels qu'il faut arriver à cerner, et c'est un exercice intéressant, mais qui est assez compliqué, et il faut essayer d'en extraire le scientifique moelle. L'état des lieux, c'est aussi interroger les publics qui connaissaient les salles Morée, les salles créées avec le Louvre dans les années 30, qui étaient un peu poussiéreuses, où les serrures ne marchaient plus, où il n'y avait pas de sécurité, où les vases étaient peu ou pas restaurés, ou restaurés seulement, et où on ne voyait pas grand-chose, et où les cartels étaient bien jaunis, même si il y avait de jolis plans dédiés écrits à la plume, mais on n'était pas du tout à l'aune de ce qu'on attend aujourd'hui d'un musée du XXIe siècle. C'était aussi l'état des collections, qui parfois était compliqué. L'Angelo, vous voyez en bas à droite, lorsque vous viendrez au musée Ancirunes, dans la vitrine, vous verrez qu'il n'a pas tout à fait cet aspect-là. Et ça, c'est le rôle des restaurateurs, et puis de la régie des collections. Et puis aussi des conditions d'études et d'accueil des chercheurs, ou de manipulation des collections qui étaient devenues quand même très problématiques au fil des ans. Alors, l'objectif du PSC, c'était aussi de remettre au centre du site les collections. Beaucoup de nos visiteurs visitaient l'Oppidum, ces 2 hectares de parcours extérieur, avec ses vestiges, mis au jour et valorisés par la DRAC notamment. Mais certains ne rentraient même pas au musée, rentrant d'abord dans une boutique, pour ceux qui l'ont connu, qui faisait 100 mètres carrés, donc la Caisse des monuments historiques avait un peu hypertrophié le dispositif. Et d'aucuns rentrant ou ressortant en disant c'est très beau ces objets, mais où les avez-vous donc découverts? Alors qu'ils venaient de visiter le site avec nos guides. Voilà. Donc un problème de remise en contexte de ces collections, ce n'est pas une collection de Campana, ce n'est pas la collection d'un collectionneur qui est venu, qui a fait construire une jolie villa en haut de l'Oppidum, en haut de la colline, et puis qui a amassé des collections. Non, 99,9% des objets ont été découverts sur le site, et ce qui en fait aussi sa particularité, et avec des objets qui sont uniques en Gaule, puisqu'on a la chance d'avoir la plus belle collection de vases grecs du Midi, vases ibériques, inscriptions ibériques, armements celtiques, et puis des objets comme celui-ci qui était noyé au milieu des milliers d'objets dans les vitrines, et qui, on le voit aujourd'hui, ressort parce qu'on redécouvre, on retrouve ces collections. L'objectif aussi, c'était de faire comprendre au public que lorsqu'on marchait dans le musée, on continuait à être les pieds sur l'Oppidum. Voilà, vous avez une vue de cette crypte archéologique qui avait été créée dans les années 50, que certains d'entre vous connaissent lorsqu'ils sont venus faire les journées pro organisées au musée, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui ouvrir au public pour des raisons de sécurité en permanence, et donc faire comprendre aussi que tout ça est complètement connecté. Enfin, avoir les moyens aussi de mieux présenter des œuvres, d'avoir des budgets d'exposition temporaires à l'aune de ce que peut être un des premiers musées nationaux créés en France, quand même, on l'a un peu oublié, qui était devenu un peu une belle voie dormant, avec des conditions de présentation, et beaucoup de choses qu'on a... Alors, on n'a pas à rougir, c'est une exposition que j'avais montée en arrivant en 2015-14, mais on voit des amphores plâtrés, on avait fait quelques caisses avec notre agent d'entretien de l'époque, mais tout ça a été fait avec beaucoup d'énergie, d'huile de coude, comme beaucoup d'entre nous dans les musées, mais qui n'était pas forcément à la mesure de ce que ce musée a représenté dans l'histoire de la recherche et dans l'histoire de la muséographie même en France. Voilà. Donc moderniser l'image, dépoussiérer l'image de l'archéologie, remettre en lumière ces objets, et puis leur rendre leur particularité, comme cette unique... on en a 2 même. Celui-ci a été brûlé sur un bûcher d'incinération, certainement. Un brûle-parfum, peut-être de Déméter ou de Cérès, montrer que ce grand grenier fortifié céréalier qui a été en Ancirunes avec ses 300 silos qui ont parfouré la colline, l'image de Déméter et de Cérès, c'est peut-être qu'il y a du sens
à voir. Et pourquoi il y a cet objet-là en Sérune en particulier, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, on a amassé là des ressources céréalières très importantes entre le 4e, 5e, 3e siècle en Jésus-Christ. Voilà, et on voit aujourd'hui avec l'actualité en Ukraine combien les ressources céréalières sont au centre de la géopolitique et pas que dans ces mondes. C'était aussi donner une image plus moderne et voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer en termes de mise en valeur extérieure. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi évoluer. C'était une exposition qu'on avait montée avec Lionel Loceda et faire dialoguer les artistes contemporains, ou moins contemporains d'ailleurs, avec ce parc qui est aussi un endroit très important où en 1906, l'ancien propriétaire avait planté plus de 1000 arbres qui font aussi la spécificité de cet endroit. On vient aussi en Sérune pour se promener parce que c'est un beau lieu environnemental avec un panorama unique. Des publics, bien sûr, parce qu'on a toujours souvent tendance à oublier, je suis archéologue, je suis spécialiste d'instrumentum, de mobilier, de céramique, mais voilà, on fait notre métier et on le fait aussi, on a fait ce projet aussi pour le public et pas non plus que pour les chercheurs ou que pour notre propre contentement ou que pour sauver les objets et pour aussi ce rôle d'éducatif auprès des jeunes générations. Et donc aussi créer des ateliers qui sont des ateliers plus thématisés. Parce que l'atelier à la lampe gallo-romaine, c'est extrêmement intéressant, mais c'est peut-être pas le lieu en Sérune. Il y a peut-être d'autres lieux qui s'y prêtent mieux, donc voir un petit peu quels sont les ateliers qu'on peut développer et qui seront complémentaires de ce qui se fait en Arbovia, à Salelles ou à Lonzac ou ailleurs. Voilà. Et enfin, refaire rentrer en Sérune dans ce qu'il doit être, c'est-à-dire un site d'intérêt national. Et pour ça, on a des partenaires puissants, importants, puisqu'on est établissement public nous-mêmes, on est partenaire avec l'INRAM notamment, avec des grands établissements publics aussi français. Et donc, ils vont être activés, ces conventions sont déjà présentes et on va les réactiver dans le cadre des programmations à venir. Alors, premier volet, ça a été accueillir, je vous parlais des publics, et pour ça, nous avons créé un nouveau bâtiment d'accueil avec une librairie boutique intégrée, un bâtiment qui a coûté environ 500 000 € sur un budget de 7 millions d'euros global du projet, financé à 98% par l'État, ministère de la Culture et Centre des Monuments Nationaux, une aide de la région Occitanie et un mécénat de la Fondation Stavros Niarchos pour la culture grecque qui nous a aidés sur la restauration des vases grecs de la collection. Ici, vous voyez quelques images de ce bâtiment d'accueil, un accueil pour le vélo aussi, cyclotourisme, parce qu'on est aussi un lieu naturel, randonneur, et on peut rentrer dans cet espace qui est aussi un espace de service. On ne vient pas là que si on n'a pas envie de payer son billet, si on n'a pas envie de rentrer pour le moment, on peut au moins rentrer, avoir des informations sur ce qui se passe sur le patrimoine aux alentours en Sérune. Si on va acheter une bouteille d'eau ou un livre sur l'archéologie, on peut repartir, ou avoir simplement une information, c'est aussi un espace de service, ou recharger son smartphone. Parce qu'on n'a plus de batterie. Voilà. Donc c'est aussi ça, cet esprit de ce bâtiment, un bâtiment de service. C'est un nouveau jalon avec une terrasse panoramique qui offre une vue maintenant paysagère aussi à l'introduction de la visite et qui permet aussi d'avoir un coup d'œil sur le rempart qui était peu visible et qui permet de comprendre ce que oppidum veut dire, c'est-à-dire un lieu fortifié à l'époque celtique, pour redonner du sens aussi à l'étymologie et au lieu. Voilà. Chantier des collections, je me pose un petit peu, c'est Sophie qui va vous le présenter. Juste deux images pour montrer un peu l'état de l'art avant que tout cela ne démarre ou au moment où cela a démarré. Donc je laisse le suspense planer. Et puis en parallèle, nous avons mené un important chantier d'assainissement. Il n'y avait plus d'eau potable en Sérune, plus de pression pour arroser le parc quand je suis arrivé. Donc un état quand même sanitaire extrêmement préoccupant. Nous avons l'État, les centres nationaux ont financé à hauteur de 1 million d'euros un important chantier de remise à niveau de nos réseaux. Ça a l'air extrêmement basique, ce que je vous dis, c'est absolument invisible aujourd'hui, ou quasiment pas, mais ça nous permet aujourd'hui, ce moment de pression hydrique très forte qu'on a tous connu cet été, de pouvoir quand même arroser un petit peu notre parc. Parce que lorsqu'on a arrosé le jardin, on n'avait plus d'eau dans le sanitaire du public. Vous voyez, c'était ça l'état du musée en Sérune quand même en 2014. Donc de l'eau. Et cette eau aussi, c'est des fontaines simplement dans le parc public pour offrir de l'eau gratuite à tous nos visiteurs. Vous voyez, c'est aussi le service public, il est là. Le bâtiment d'accueil a été précédé d'une importante fouille, et le chantier d'assainissement d'une importante fouille d'archéologie préventive. Les réseaux, tous les tranchées ont été suivis par des équipes de l'INRAP qui ont permis de documenter les secteurs de l'oppidum que l'on ne connaissait pas et ont permis de fouiller environ 150 mètres carrés de l'oppidum sous le bâtiment actuel. D'accueil, pardon, ce nouveau bâtiment d'accueil.
la DRAC a décidé qu'à raison de la qualité des vestiges, qui était quand même très érodée, très abîmée, il n'y avait pas de raison d'aller jusqu'à la conservation des vestiges. Et donc le choix a été fait, comme le fait souvent l'archéologie préventive, de pouvoir construire sur les vestiges, voilà, qui ont été étudiés, archivés, pour lesquels nous allons, société Acter, c'était l'archéologie privée qui est intervenue, Julien maintenant, le responsable d'opération, près de Perpignan. Et donc lorsque le rapport aura été validé par la DRAC, les collections vont aussi regagner nos réserves. Alors, l'autre bâtiment, c'est le musée, c'était quand même le cœur de l'oppidum, planté au centre comme une vigie au centre de l'oppidum. Donc, un travail de bilan sanitaire qui a été mené, qui nous a permis, par exemple, de découvrir que nos murs étaient très fragilisés par l'humidité et amener beaucoup d'humidité dans les salles du musée et amener aussi provoquer des dégâts sur les collections de métal, les épées celtiques, les éléments de bouclier, les casques, etc., qui est exposé à la corrosion, en plus des entrées maritimes avec leur sel qui rongeait le métal. Voilà, tout un travail d'étude qui a été mené pour rendre un peu plus étanche le musée, créer des conditions climatiques pour qu'on ait une centrale d'air, pas une climatisation mais une centrale d'air qui permet de réguler au moins le musée, rafraîchir un peu le musée pour nos visiteurs, et puis créer une extension qu'on voit là en coupe en bois et verre qui permet d'avoir un ascenseur, un escalier, une accessibilité PMR pour tout le monde et un ascenseur qui permet d'aller jusqu'aux réserves, puisqu'auparavant on transportait les cratères grecs à bras avec des sueurs froides tout au long de nos escaliers. Voilà. Le second pilier, ça a été de proposer un nouveau parcours de visite peut-être plus cohérent, pour faire comprendre un petit peu ce qu'a été cette histoire d'Anserune, pour que le visiteur puisse mieux le décrypter, avec 4 sections. Un carrefour des civilisations, qui est une première salle d'introduction, qui permet de comprendre comment a été Anserune dans son territoire. Deuxième salle que j'invite à découvrir, je ne vais pas détailler aujourd'hui bien sûr, qui est une sorte de mode d'emploi de l'oppidum, c'est cette histoire de l'oppidum. Voilà, les habitants d'Anserune, quels qu'ils étaient durant les 6 siècles d'occupation. Et enfin, le premier étage, la section qu'on appelait nécropolis, donc cette grande nécropole qui a livré plusieurs centaines de sépultures, dont une quinzaine sont présentées, pour finir avec Classé pour comprendre, qui est la salle historique où Félix Mouret, l'inventeur du site, avait classé les vases d'Anserune avec l'aide du Louvre, comme un grand livre en 3D, je dirais, l'époque, où on peut découvrir les 500 vases de la collection. Voilà. L'intérêt et aussi la contrainte importante que nous avons sur ce site, et par rapport au musée également, c'est que nous sommes dans un environnement très très protégé et très regardé par nos administrations de tutelle qui sont chargées de la protection des sites. Le site a été classé monument historique en partie dans les années 30 lorsque l'État l'a racheté, et il est classé depuis 1997 au titre de l'extension des paysages du canal du Midi, puisque pour ceux qui connaissent l'oppidum, le canal du Midi a été tracé au pied même de l'oppidum mais passe même sous la colline avec le tunnel du Malpasse, et l'État de Montali, cette particularité parcellaire que l'on voit, radioconcentrique unique que l'on voit sur la diapo du haut, fait partie aussi du classement des sites paysagers pittoresques. Donc aujourd'hui, dès que nous voulons couper un arbre en Anserune ou dès que nous voulons créer un nouveau bâtiment, nous avons d'abord des avis conjoints qui remontent au ministre de l'Environnement et au ministre de la Culture, donc 2 ministères qui sont le ministère de tutelle, et pour lesquels nous devons demander des autorisations et qui nous aident aussi financièrement pour donner plus d'agréments au site et le protéger. Voilà. C'est aussi un lieu de recherche, 100 ans de recherche, et il continue. En haut à droite, les fouilles de Philippe Poissinier de l'École des études en sciences sociales, qui a repris des fouilles depuis une petite 8aine d'années aux abords de l'oppidum, qui a permis de découvrir un deuxième rempart, des secteurs de quartiers qui étaient absolument inconnus, une nouvelle voie d'accès, et qui permet aujourd'hui de se rendre compte que l'oppidum, à sa plus grande extension, ne faisait certainement pas 7 ou 8 ou 10 hectares tels qu'on le pensait, mais peut-être jusqu'à 30 et 40 hectares, y compris au-delà de la propriété de l'État. Et ce qui donne aussi une image de cette grande agglomération celtique qui a été fouillée, comme on le voit en bas, depuis les années 30, de manière extensive, par l'abbé Sigal notamment, qui était au grand séminaire de Narbonne, et où on a la chance, en Anserune, d'avoir dans le musée les archives, plaques de verre, photos et rapports de fouilles et correspondances qui sont vraiment très précieux pour les chercheurs et pour la suite de la valorisation. On voit ici Émile Cartaillac, en bas à droite, l'un des créateurs du musée
Saint-Raymond de Toulouse, on entend travailler Claudine Jacquet qui en parlait ce matin. Et on voit aussi les fouilles qui allaient jusqu'en haut, à droite, au pied de la petite maison que le musée a remplacée, ou en tout cas à partir de laquelle le musée a été créé. Voilà. L'action éducative pour nous est extrêmement importante, ce qui va être un peu nouveau dans les mois à venir aussi au musée. Nous avons recruté un nouveau chargé d'action éducative depuis le début juillet, qui va impulser des nouvelles activités thématisées pour le PIDOM, en extérieur et en intérieur. On a parlé de lecture paysagère tout à l'heure, avec les collègues voilà, d'actes, mais nous aussi nous développons ce type d'activité, mais vraiment typique, enfin spécifique en Sérune. Nous développons aussi des partenariats au niveau européen, avec les grands musées européens sur la Juffère, le musée des Bibrac en Bourgogne, où j'étais avant-hier, hier, le centre européen de la proto-histoire, ou le musée d'Ullastret, par exemple l'agglomération d'Ullastret en Espagne, l'autre diapositive en bas, qui est un peu le pendant dans ces runes pour la Catalogne. Cela débouche aussi sur des partenariats avec le musée d'Ibiza, le musée d'Emporias, l'université de Barcelone, où nous avons une exposition virtuelle qui va être normalement à Noël, j'espère, en ligne, qui permettra de découvrir les fleurons des collections de ces 3 musées de proto-histoire, avec des modèles 3D qu'on pourra faire tourner. Voilà. Alors, pour finir, le parcours des visiteurs, nous le testons depuis cet été. Pas à pas, on voit les réglages, ce qu'il faut faire pour l'améliorer, ce qui fonctionne moins. Donc ça aussi, c'est important peut-être de se le dire, parce que c'est important dans la vie d'un musée. Si jamais, une fois le ruban coupé, c'est un nouveau cycle qui redémarre, de réglage, d'amélioration. Et c'est vrai que depuis cette Villamont, qui avait été créée par un bijoutier au sommet d'un Sérune au début du XXe siècle, qui a ensuite été remaniée par l'architecte en chef Jules Formigé, qui est devenu ensuite des premiers musées nationaux d'archéologie dans les années 30, pour être de nouveau en chantier à partir au-delà du XXe siècle, au XXIe siècle. C'est une aventure qui continue, le musée est toujours en mouvement, en évolution. Et aujourd'hui, voilà, on continue, j'espère, à avoir les budgets nécessaires pour le faire fonctionner, grâce au ministère de la Culture, au Centre des Monuments Nationaux. Et en fait, les grands monuments comme l'Arc de Triomphe, le Mont Saint-Michel, Carcassonne et leurs recettes sont les locomotives, les 10 plus grands monuments, tractent les 90 monuments du réseau par leur billetterie lorsque le Covid ne met pas à bas tout ce modèle économique. Voilà. L'accueil du public, c'est extrêmement important pour nous. C'est vrai qu'on se trouve maintenant face à certains succès d'ouverture, donc il faut aussi savoir mieux accueillir les publics qu'on le faisait auparavant, où on avait un flux beaucoup moins important dans les salles. L'accueil des groupes, qui est très spécifique, on va tester ça maintenant un petit peu à partir de ce mois, on a pas mal de réservations. Les individuels, on a vu cet été la façon dont les visiteurs s'emparaient un peu de la nouvelle biographie, les questions, les enrichissements qu'on pourrait encore imaginer. Le public famille aussi qu'on souhaite développer et qui est pour nous une grande force dans ces runes. On a aussi pu tester nos dispositifs multimédia et on espère développer dans l'avenir des partenariats avec des musées espagnols, italiens, allemands pour faire une application de visite numérique européenne qui permettrait à tous les visiteurs européens à la fois de visiter en Sérune, mais aussi de voir sur l'application que chez eux, peut-être à 2 km de chez eux alors qu'ils ne le savaient pas, ils avaient un musée aussi du même type et qu'ils n'avaient pas découvert alors qu'ils venaient de faire 400 km pour traverser l'Europe pour voir en Sérune et vice-versa. Voilà. Voilà pour ce vaste tour d'horizon et puis ce dernier volume rempli de toutes ces activités depuis de 4 ans ou 5 ans de chantier, plus ce qui s'est passé avant et tout ce qu'on espère ensuite continuer à mettre dans ces grandes genres, dans ces runes qui en contiennent encore beaucoup. Voilà, je vous remercie.